Bonsoir mes chers amis, je suis Madame Antoinette et j'aurai 78 ans en 2025. Je suis née en 1947 dans l'arrière-pays du Minas Gerais. Mais avant de commencer mon récit, je voudrais vous demander, à vous qui me regardez, de bien vouloir aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire d'où vous regardez. C'est toujours un plaisir de savoir que mes paroles voyagent loin. Je suis née dans une maison simple, aux murs blanchis à la chaux et au sol en terre battue, à une époque où l'électricité était encore un luxe dans les petites villes de l'arrière-pays. Nous étions 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Mais très tôt, il est devenu évident qu'il y avait une différence flagrante dans la façon dont ma mère, Madame Sébastienne, nous traitait, nous les filles. Les garçons étaient les hommes de la maison. Dès leur plus jeune âge, ils avaient les meilleures portions de nourriture, des vêtements neufs quand il le fallait et surtout, ils pouvaient aller à l'école. Pendant ce temps, ma sœur Marie du Carmel et moi étions pratiquement des domestiques, sans autre droit que celui de travailler dur. Ma mère était une femme amère. Aujourd'hui, à mon âge, je comprends qu'elle aussi a été victime d'une éducation stricte dans les années 1920, fille d'un père violent et mariée de force à 15 ans. Mais à l'époque, tout ce que je pouvais ressentir, c'était de la peur et de l'incompréhension. Elle avait des yeux bruns qui semblaient toujours me reprocher quelque chose. Je me souviens comme si c'était hier de ses mains épaisses, calleuses à force de travailler dans les champs, qui n'hésitaient pas à me punir pour la moindre erreur. « Petite, tu n'as pas besoin d'études. Tu dois apprendre à t'occuper de la maison pour te trouver un bon mari, » répétait-elle comme un mantra, tout en m'obligeant à me lever à 4 heures du matin pour allumer le poêle à bois et préparer le café. À 8 ans, je lavais déjà tous les vêtements de la famille dans le ruisseau, les mains gercées par le savon de cendre. À 10 ans, je cuisinais pour tout le monde, pendant que ma mère travaillait au champ. Et malheur à moi si les haricots étaient trop cuits ou si la farine venait à manquer avant le temps prévu. Les punitions étaient sévères et fréquentes. Rester à genoux sur des grains de maïs pendant des heures, dormir dans la petite pièce au fond sans fenêtre ou passer des jours à ne manger que de la polenta sans sel. Mais le pire, c'était quand elle trouvait mes cahiers cachés. J'avais une soif insatiable d'apprendre. Mon frère aîné Joseph, touché par ma situation, me rapportait ses vieux cahiers et m'apprenait en cachette ce qu'il étudiait à l'école. Durant les nuits à la lumière de la lampe, tandis que tout le monde dormait, je copiais des lettres et des chiffres, j'apprenais mes leçons, rêvant d'un avenir différent. C'est à l'âge de 12 ans qu'a eu lieu l'un des épisodes les plus douloureux de mon enfance. J'ai trouvé cachée dans une vieille boîte à chaussures une photographie jaunie. Sur celle-ci, un jeune homme beau souriait aux côtés de ma mère. Au dos, il était écrit « Sébastiana et Antoine, 1946 ». Mon père était mort lorsque j'étais bébé, ou du moins c'est ce qu'on m'avait toujours raconté. Je ne savais pas grand-chose sur lui, juste qu'il portait le même nom que celui qu'on m'a donné. Lorsque ma mère a découvert la photo dans mes mains, son visage a changé. Je n'oublierai jamais ce regard, un mélange de haine et de panique. C'était la seule fois où je l'ai vue perdre complètement le contrôle. Elle a arraché la photo de mes mains, l'a déchirée en morceaux, tout en criant des mots que moi, enfant, ne comprenais pas complètement. Elle m'a traitée de dégoûtante, d'intruse, identique au salaud de son père. Comme punition, elle m'a enfermée dans le noir du sous-sol de la maison, un espace humide et sans fenêtre, où nous gardions des pommes de terre et d'autres provisions. Là, je suis restée pendant 3 jours entiers, n'ayant droit qu'à un morceau de pain dur et un verre d'eau par jour. Mes frères ont essayé d'intercéder, mais elle a menacé de les punir aussi. Dans ce sous-sol sombre, entre larmes et peur, j'ai fait une promesse à moi-même. Un jour, je sortirai de cette maison. Un jour, je serai maîtresse de mon propre destin. Ce fut le moment où la graine de ma libération fut plantée, même s'il restait encore de nombreuses années de souffrance avant de pouvoir récolter les fruits. À mesure que je grandissais, les punitions physiques ont diminué, mais le travail acharné et les humiliations ont augmenté. À 14 ans, tandis que d'autres filles du quartier préparaient leur fête d'anniversaire, j'étais pratiquement une femme au foyer accompli. Je cuisinais, lavais, repassais, m'occupais du jardin et devais également aider au champ quand c'était nécessaire. Ma sœur Marie du Carmel, 2 ans de moins, avait un tempérament plus soumis
et semblait mieux accepter cette vie. Elle se résignait au destin tracé par notre mère. Pas moi. Chaque humiliation, chaque injustice alimentait un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. C'est à peu près à cet âge que j'ai commencé à économiser de petites sommes d'argent. J'ai découvert que j'avais un talent pour la couture et, en cachette, j'ai commencé à faire de petites réparations pour des voisines qui me payaient quelques pièces de monnaie. Je cachais l'argent dans une vieille chaussure au fond de l'armoire, mon petit trésor qui représentait la possibilité de m'échapper. La nuit, une fois tout le monde endormi, je sortais mes cahiers cachés et étudiais à la lumière des bougies que je fabriquais moi-même avec des restes de suif. Mon frère Joseph continuait à me prêter des livres de la bibliothèque de l'école. Littérature, histoire, géographie. J'absorbais tout avec une soif inextinguible de savoir. C'est dans l'un de ces livres que j'ai vu pour la première fois des photos de grandes villes, d'universités, de femmes travaillant comme enseignantes ou infirmières. Cela a ouvert un nouveau monde pour moi. Il existait des possibilités au-delà de cette vie de soumission et de travail. Un avenir où je pourrais être plus que la fille de Sébastiana, plus qu'une épouse et une mère. Mais ma mère semblait avoir un sixième sens pour repérer tout ce qui pouvait me donner de l'espoir. Un dimanche après-midi, alors qu'elle était sortie rendre visite à une voisine, j'étais tellement absorbée par la lecture d'un recueil de poèmes que je n'ai pas entendu son retour. Quand je l'ai enfin vue, elle était déjà à la porte, les yeux brillants de colère. Le livre m'a été arraché des mains et jeté directement dans le poêle. « Ça, c'est du diable ! Les livres ne font qu'emplir la tête des femmes de sottises !» hurlait-elle pendant que je regardais, impuissante, les pages se transformer en cendres. Ce jour-là, il n'y a pas eu que des châtiments physiques. Il y avait quelque chose de pire. Elle a retrouvé et brûlé tous mes cahiers que j'avais soigneusement cachés depuis des années. C'était la première fois que je pensais ne plus pouvoir supporter. La toute première fois que l'idée de fuir devenait quelque chose de plus concret qu'un simple rêve lointain. J'avais presque 16 ans et je sentais que chaque jour passé dans cette maison me volait un peu plus de vie. Mais le destin me réservait encore d'autres épreuves avant que je puisse enfin me libérer. 17 ans. C'est à cet âge que j'ai découvert la véritable raison de la haine que ma mère nourrissait à mon égard. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que je devais fuir cette maison pour survivre. Ce janvier 1964 était particulièrement chaud dans l'intérieur du Minas. Le petit déjeuner était déjà prêt quand Tante Lourdes, la sœur de ma mère, est arrivée à l'improviste de la capitale. Tante Lourdes, c'était la seule personne de la famille à me traiter avec douceur. Chaque fois qu'elle venait nous rendre visite, elle apportait de petits cadeaux cachés dans son sac. Un ruban pour les cheveux, un savon parfumé, des petites attentions simples qui, pour moi, valaient de l'or. Ma mère n'aimait pas ces visites, mais elle ne pouvait pas les empêcher. Tante Lourdes était la veuve d'un commerçant prospère et aidait financièrement notre famille dans les moments difficiles. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Les deux femmes se sont enfermées dans le salon pendant que nous, les enfants, étions envoyés dehors. Je suis restée dans le jardin faisant semblant de balayer les feuilles mortes, mais en réalité, je me suis placée stratégiquement près de la fenêtre entrebâillée du salon. C'est alors que j'ai entendu ces mots qui ont tout bouleversé. « Sébastiana, s'il te plaît, la fille a l'âge de comprendre. Antonia mérite de connaître la vérité sur son père. » La vérité? Ma mère a laissé tomber ce mot comme un venin. La vérité, c'est que cette infâme m'a laissée enceinte, puis abandonnée pour s'enfuir avec la fille du colonel. La honte que j'ai vécue dans cette ville, tout le monde la savait, sauf moi qui faisais l'idiote à rêver de mariage. Et après, j'ai dû porter cette fille, qui lui ressemble trait pour trait. Chaque fois que je regarde son visage, c'est lui que je vois me humilier. Je suis restée figée, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Alors, c'était ça. Je n'étais pas la fille de l'homme que ma mère avait ensuite présenté comme mon père, celui qui est mort quand j'étais bébé. J'étais le fruit d'un amour qui avait fini en abandon, en humiliation, et c'est pour ça que tu punis la fille à cause de la faute d'un homme. Sébastiana, regarde ce que tu fais. Antonia est intelligente, travailleuse. Elle pourrait avoir un avenir différent. Un avenir? Quel avenir? Pour finir comme moi trompée, abandonnée le ventre vide.
Non mieux vaut qu'elle reste ici sous mes yeux, à apprendre que la place d'une femme est à s'occuper de la maison. Au moins, ainsi, elle ne fera pas honte dehors. Je n'ai pas pu entendre la suite. Je me suis éloignée de la fenêtre, les jambes tremblantes, un tourbillon d'émotions me dévorant. Colère, tristesse, déception, mais aussi, étrangement, un sentiment de soulagement. Je comprenais enfin, ce n'était pas moi le problème, je ne l'avais jamais été. C'était le fantôme d'un homme que je n'avais jamais connu, une douleur que ma mère n'avait jamais dépassée et qu'elle avait décidé de me transmettre. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, tante Lourdes est venue dans la petite chambre au fond où je dormais. Sans un mot, elle m'a remis une enveloppe scellée. N'ouvre cette lettre que lorsque tu seras seule, ma fille, et sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans ma maison à Belo Horizonte. J'ai attendu d'être absolument certaine que personne d'autre n'était réveillé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une élégante calligraphie, bien différente de l'écriture simple et saccadée de ma mère. Elle était datée de mai 1947, 3 mois avant ma naissance. Ma chère Sébastiana, j'écris cette lettre, le cœur lourd de remords. Je sais que les mots ne pourront effacer le mal que j'ai causé, mais je dois que tu connaisses la vérité. Je ne suis pas partie avec Marguerite, la fille du colonel, de mon propre chef. J'ai été menacée de mort. Le colonel a découvert notre liaison, le bébé que tu portes, et m'a donné un ultimatum. Soit j'épousais sa fille, que j'avais mise enceinte dans un moment de faiblesse, soit toute ma famille en subirait les conséquences. Tu sais quel pouvoir le colonel exerce dans ces terres, je n'avais pas le choix. Je sais que cela n'apaise pas ta peine, ni ne justifie mon abandon. Mais je veux que tu saches que je t'aimerai, toi et notre enfant, pour toujours, même de loin. Je laisse tout l'argent que j'ai pu réunir avec ta sœur Lourdes. Ce n'est pas beaucoup, mais j'espère que cela aidera toi et notre enfant à vivre mieux. Pardonne ma lâcheté. Pardonne de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. Avec un amour éternel, Antoine. Avec la lettre se trouvait une petite photographie, celle que j'avais trouvée des années plus tôt et qui m'avait valu ma punition au sous-sol. C'était mon père biologique et comme ma mère l'avait dit, je lui ressemblais vraiment beaucoup. Les mêmes yeux verts, la même forme de visage. J'ai pleuré silencieusement jusqu'à l'aube. Ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, mais de détermination. Cette lettre changeait tout. Et mon père n'avait pas simplement abandonné ma mère, il avait été contraint de choisir entre elle et la sécurité de sa famille. Ce n'était pas le monstre que j'avais imaginé pendant toutes ces années. Plus important encore, cette lettre me montrait que je n'étais pas une erreur, une honte comme ma mère m'avait toujours laissé croire. J'étais le fruit d'un véritable amour, même si cela s'était terminé en tragédie. Le lendemain matin, tante Lourdes est partie, promettant de revenir dans 2 mois. Avant de partir, elle a réussi à avoir un moment seul avec moi pendant que je lavais des vêtements dans l'évier. « Antonia, j'ai déjà parlé avec ta mère. Je vais t'emmener avec moi lors de ma prochaine visite pour passer quelque temps à Belo Horizonte. Je lui ai dit que tu pourrais m'aider avec les tâches ménagères puisque je vieillis. Tiens encore un peu bon, ma fille. » Ces mots ont éveillé en moi un espoir que je n'avais jamais ressenti auparavant. 2 mois. Je devais juste tenir encore 2 mois dans cette maison, mais le destin en avait décidé autrement. 1 semaine après le départ de tante Lourdes, ma mère m'a appelée dans le salon après le dîner. Son visage était plus sévère que d'habitude. « J'ai reçu aujourd'hui une lettre de monsieur Juvenal. » Julien Perrier était l'homme le plus âgé et le plus riche de la région, veuf, âgé de plus de 50 ans, père de 5 enfants déjà grands et connu pour sa terrible réputation d'ivrogne et de brutalité. Tout le monde en ville connaissait les histoires sur la façon dont il maltraitait sa défunte épouse. Il cherche une nouvelle épouse. Il a proposé une belle dot, des terres, quelques têtes de bétail. J'ai dit que tu étais disponible. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mariage forcé. C'était le destin que ma mère avait prévu pour moi, mais maman, il pourrait être mon grand-père. La gifle est venue vite et fort, laissant ma joue en feu. Et depuis quand ma fille a-t-elle le droit de choisir ? C'est une bonne opportunité. Tu iras dans une grande maison, avec des terres, dans le confort. L'accord est déjà conclu. Le mois prochain, c'est le mariage. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil.
L'idée de me marier avec Julien Perrier était pire que toutes les punitions que j'avais déjà subies. Tout le monde connaissait sa cruauté, sa brutalité. Je savais que si ce mariage avait lieu, j'échangerais une prison contre une autre, encore pire. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je n'attendrai pas 2 mois jusqu'au retour de tante Lourdes. Je devais agir tout de suite. Le lendemain, prétextant aller au marché de la ville, j'ai réussi à me retrouver seule un instant. J'ai couru au bureau de poste et j'ai envoyé un télégramme urgent à tante Lourdes, lui racontant ce mariage arrangé. Sur le chemin du retour, je suis passée chez la seule amie que j'avais, Concession, la fille du cordonnier. Je dois fuir Concession. Ma mère veut me marier avec Julien Perrier. Le visage de Concession a blêmi. Elle connaissait bien les histoires sur cet homme. Quand? Ce soir. Je dois être partie avant qu'elle n'annonce officiellement les fiançailles dimanche, à la messe. Fidèle. Concession n'a pas hésité. Elle a préparé un petit paquet avec quelques vêtements simples qu'elle pouvait me prêter. Elle m'a aussi donné un peu d'argent qu'elle cachait à son père. Ce n'était pas grand-chose, mais avec mes économies accumulées pendant des années de couture en cachette, cela pourrait suffire à me rendre à Belo Horizonte. Le plan était simple et désespéré. Attendre que tout le monde soit endormi, prendre mes rares affaires et la lettre de mon père, puis partir dans la nuit. Je compterais sur un lift jusqu'à la plus grande ville voisine, puis de là, prendre un bus pour Belo Horizonte. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais sur le point de laisser derrière moi tout ce que je connaissais et que je ne reverrais peut-être jamais mes frères, particulièrement Joseph, qui m'avait tant aidé, mais je savais aussi que c'était ma seule chance de survie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette fuite nocturne ne serait que le début d'un voyage bien plus long et difficile que ce que j'aurais pu imaginer, et que des années plus tard, je reviendrais dans cette même maison, non plus en tant que fille effrayée que j'étais, mais en tant que femme totalement transformée. Fuir la maison a été la décision la plus difficile, et en même temps la plus libératrice de ma vie. Cette nuit de février 1964, à seulement 17 ans, avec un petit paquet de vêtements et quelques économies cachées dans la doublure de ma robe, j'ai laissé derrière moi la seule vie que je connaissais. Le plan ne s'est pas déroulé exactement comme je l'espérais. J'ai réussi à faire du stop avec un camionneur jusqu'à la ville voisine, mais j'ai appris que le prochain bus pour Belo Horizonte ne partait que le lendemain matin. J'ai passé la nuit la plus effrayante de ma vie, cachée dans la petite gare routière, tremblante de peur et de froid, imaginant à chaque instant que ma mère apparaîtrait avec Julien Perrier pour me ramener de force. Lorsque je suis enfin arrivée à Belo Horizonte, après presque 12 heures de voyage dans un vieux bus bruyant, je me suis sentie complètement perdue. La grande ville m'a avalée. Tant de gens, tant de bâtiments, tant de bruit. Moi, qui n'avais jamais quitté la campagne, j'avais l'impression d'être débarquée sur une autre planète. Trouver la maison de tante Lourdes a été une autre épreuve. J'avais l'adresse notée, mais je ne savais pas du tout comment me repérer dans ce dédale de rues. J'ai failli dépenser tout mon argent en taxi, après des heures aérées perdues et effrayées. L'expression sur le visage de tante Lourdes quand elle a ouvert la porte et m'a vue là, sale de mon voyage, avec de profondes cernes et tremblante de nervosité, était celle d'un choc total. Elle venait tout juste de recevoir mon télégramme ce matin-là. « Mon Dieu, Antonia, comment es-tu arrivée ici toute seule ?» Je me suis effondrée en larmes dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que d'être vraiment accueillie, sans jugement, sans condition. Nous avons passé toute la nuit entière à discuter. J'ai tout raconté. La découverte de qui était mon père, le mariage arrangé, ma fuite désespérée. Tante Lourdes a pleuré avec moi. Elle a demandé pardon de ne pas être intervenue plus tôt, de ne pas m'avoir extraite de cette maison des années auparavant. Mais maintenant, tu es ici, ma fille, et ici, personne ne te fera plus de mal. Les premiers mois chez Tante Lourdes ont été une période d'adaptation. La vie dans la capitale était complètement différente de tout ce que je connaissais. Tout me faisait peur, le bruit constant des voitures, les foules dans les rues, les lumières, les coutumes différentes. Moi, qui m'étais toujours réveillée avant le lever du soleil, je devais maintenant m'adapter aux horaires de la grande ville, où les gens semblaient se coucher plus tard et se lever à un rythme différent. Mais il y avait aussi des merveilles, l'électricité dans toutes les pièces, l'eau courante, une radio où nous pouvions écouter de la musique et des nouvelles de tout le pays.
et ce qui m'a le plus surprise, des livres. Tante Lourdes avait une petite étagère avec des romans, des encyclopédies et des livres de poésie. Pour la première fois de ma vie, je pouvais lire sans craindre d'être punie. Une semaine après mon arrivée, une lettre de ma mère est arrivée, adressée à Tante Lourdes. Il n'y avait pas un seul mot pour moi, juste des exigences pour qu'elle me renvoie immédiatement, des menaces de prévenir la police pour enlèvement de mineurs, des accusations disant que j'avais volé de l'argent avant de m'enfuir. Tante Lourdes a répondu fermement qu'elle me garderait sous sa tutelle, qu'elle assumerait toutes les responsabilités pour moi et que, si nécessaire, elle porterait l'affaire devant la justice pour prouver les mauvais traitements que j'avais subis pendant des années. Nous n'avons jamais eu de réponse. Des années plus tard, par l'intermédiaire de l'un de mes frères, j'ai appris que ma mère avait brûlé publiquement la lettre de Tante Lourdes et interdit toute mention de mon nom dans cette maison. Pour tous les effets, j'étais morte cette nuit de février. Vivre avec Tante Lourdes m'a montré un visage du monde que je n'avais jamais connu. Une maison où il n'y avait ni cris, ni punition corporelle, où il y avait du dialogue, du respect et même de l'affection. C'est elle qui m'a encouragée à reprendre mes études. « Tu as une tête brillante, Antonia. Ce serait dommage de ne pas étudier. » Reprendre l'école à 17 ans, dans une classe où tout le monde était plus jeune, a été gênant au début. Mais ma soif de connaissance était plus forte que toute honte. Je travaillais d'arrache-pied pour rattraper les années perdues. Les nuits étaient longues à étudier, mais contrairement au passé, je pouvais maintenant allumer une lampe pour lire sans craindre d'être découverte. Le Brésil traversait des moments turbulents cette année-là. Alors que je luttais pour reconstruire ma vie, le pays vivait un coup d'État militaire. Les informations à la radio étaient déroutantes et inquiétantes. Tante Lourdes, qui avait quelques amis engagés en politique, commença à s'inquiéter. Belo Horizonte, qui me semblait déjà immense, paraissait soudain trop petite pour nous protéger. C'est alors qu'est apparue l'opportunité qui allait changer nos vies. Un ancien ami du défunt mari de Tante Lourdes lui offrit un emploi à São Paulo dans un grand magasin tout juste ouvert. Pour moi, il proposa un poste d'apprentie couturière. São Paulo représentait un nouveau départ, la possibilité de nous éloigner encore davantage du passé qui nous hantait. En juillet 1964, nous montâmes dans un train pour São Paulo, laissant derrière nous Belo Horizonte et toute trace pouvant conduire ma mère ou Julien Perrier jusqu'à nous. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre du train tandis que les montagnes du Minas disparaissaient à l'horizon, mêlant soulagement et mélancolie. São Paulo était un univers totalement distinct. La ville gigantesque m'intimidait les premiers jours. Tant de voitures, tant de gratte-ciel, des gens venus de tous les coins du Brésil et même d'autres pays. Nous louâmes un petit appartement dans le quartier du Brás, près du centre et des ateliers où nous travaillions. Mon travail au grand magasin débuta modestement, en faisant de petits ajustements sur les vêtements des clients, mais très vite, mon habileté avec l'aiguille attira l'attention. Le responsable du département de prêt-à-porter féminin, un Italien nommé Giacomo, comprit que j'avais du talent non seulement pour réparer, mais aussi pour créer. La fille a un bon œil pour la coupe et la couleur. As-tu déjà pensé à dessiner des modèles ? Non, je n'y avais jamais pensé. En fait, je n'avais jamais envisagé que mes mains, exercées par nécessité depuis l'enfance, puissent créer quelque chose de beau, quelque chose que les gens voudraient acheter. L'idée me semblait absurde au début, mais Giacomo insista, me donna des morceaux de tissu qui allaient être jetés et m'encouragea à expérimenter. Pendant mes heures libres, je me mis à dessiner des modèles simples, des adaptations de robes que je voyais dans les magazines de mode circulant dans le magasin. En parallèle, je continuais à étudier le soir. Tia Lourdes insistait sur le fait que l'éducation était le seul chemin vers une véritable indépendance. Au début de 1966, à 19 ans, j'avais enfin terminé mon cursus du secondaire et m'étais inscrite au lycée de nuit. Mes journées étaient épuisantes. Je travaillais 10 heures dans le magasin, étudiais le soir et trouvais encore le temps de réaliser mes petits projets de couture. C'est en septembre de cette année-là que j'ai rencontré Robert, un jeune comptable qui travaillait au bureau du magasin.
Différent de tous les hommes que je connaissais jusque-là, Robert était aimable, respectueux et encourageant. Nous avons vite commencé à sortir ensemble, toujours sous le regard vigilant de Tia Lourdes. « Ce jeune homme a l'air, descend, Antonia, mais n'oublie pas de prendre ton temps. Les hommes commencent toujours par être doux, puis ils montrent leur vrai visage. » Je comprenais la peur de Tia Lourdes. Après tout, elle connaissait bien l'histoire de ma mère. Elle savait à quel point un homme pouvait bouleverser la vie d'une femme. Mais Robert se montrait différent chaque jour qui passait. Il respectait mes rêves, mon travail, mes études. Il disait qu'il admirait ma détermination. Au début de 1967, un événement inattendu s'est produit. En congé maladie, j'ai été temporairement promue assistante de création dans le département femmes. Une cliente importante avait besoin d'une robe pour un gala et personne ne parvenait à la satisfaire. Sur un coup de courage, j'ai présenté l'un de mes croquis. La cliente a adoré et a insisté pour que je couse moi-même la robe. J'ai travaillé jour et nuit sur cette pièce. Quand la cliente a essayé la robe finie, ses larmes de joie m'ont confirmé que j'avais trouvé ma vraie vocation. Elle ne s'est pas contentée de payer la robe généreusement, mais m'a aussi recommandé à ses amis de la haute société Paulistana. En quelques mois, j'avais tellement de commandes privées que j'ai dû prendre une décision, rester au magasin ou tenter de lancer ma propre entreprise. Robert, qui parlait déjà de mariage à l'époque, m'a encouragée. « Tu as du talent, Antonia, et tu as du courage. Que te faut-il de plus ?» J'avais besoin d'un capital de départ, quelque chose qui semblait impossible pour une ancienne fugitive venue du fin fond du Minas. Mais Tia Lourdes, toujours mon ange gardien, avait économisé de l'argent toutes ces années. De l'argent que j'ai découvert provenait de la vente d'un petit terrain que mon père biologique m'avait laissé. « Ton père voulait que tu aies un avenir différent, Antonia. Utilise cet argent pour réaliser ton rêve. C'est le minimum qu'il pouvait faire pour toi. » En août 1967, tout juste âgé de 20 ans, j'ai loué un petit local au centre de São Paulo et ouvert l'atelier Antonia. Les débuts ont été difficiles, comme dans tout projet, mais mon talent, soutenu par les recommandations de mes premières clientes satisfaites, a rapidement transformé ce petit endroit en un lieu de référence pour les femmes en quête de pièces exclusives et bien conçues. En décembre de la même année, Robert m'a demandé en mariage. Pour moi, le mariage signifiait beaucoup de choses. La sécurité, la complicité, la chance de fonder la famille aimante que je n'avais jamais eue. Mais cette étape suscitait aussi de profondes craintes. Et si Robert changeait après le mariage? Et si je finissais comme ma mère amère, violente, détruite par un homme? Une nuit étoilée, au bord du fleuve Tietê, qui à l'époque n'était pas encore aussi pollué, je lui ai confié ses peurs. Robert a écouté chaque mot sans m'interrompre, tenant mes mains tremblantes. « Antonia, je ne peux pas promettre d'être parfait, mais je te promets que jamais, au grand jamais, je ne chercherai à diminuer qui tu es, ton talent, ta force, ta détermination. C'est pour cette promesse que je suis tombée amoureuse. » Nous nous sommes mariés en mars 1968 lors d'une cérémonie simple. Mon souhait était que mes frères soient présents, en particulier Joseph, qui m'avait tant soutenue. J'ai envoyé les invitations, mais personne n'est venu. La peur d'affronter notre mère était plus forte que l'amour qu'ils éprouvaient pour moi. J'ai compris, mais j'ai gardé cette douleur pour moi. Notre vie à deux a commencé dans un petit appartement près de mon atelier. Robert a continué à travailler comme comptable, prenant aussi en charge les finances de mon entreprise en plein essor. Tante Lourdes est venue vivre avec nous quand sa santé a commencé à décliner au début de 1969. C'est à ce moment-là, alors que je sentais enfin avoir trouvé ma place dans le monde, qu'un télégramme est arrivé et a rouvert toutes les blessures du passé. Ma mère était gravement malade. Joseph me demandait de retourner à Minas pour la voir une dernière fois. Le passé que j'avais tant essayé d'abandonner frappait de nouveau à ma porte, et je devais décider si j'avais le courage de l'affronter. Ce télégramme m'a paralysée pendant plusieurs jours. Ma mère, au bord de la mort, voulait me voir. La même femme qui m'avait maltraitée pendant des années, qui avait prévu de me vendre dans un mariage forcé, qui avait déchiré notre photo de famille et m'avait rayé de sa vie, m'appelait désormais pour un dernier adieu.
Robert et tante Lourdes ont respecté mon silence pendant que je digérais cette nouvelle. Ils n'ont pas exprimé d'opinion, ni exercé de pression. Ils savaient que la décision devait m'appartenir entièrement. Après une semaine de réflexion intense, j'ai décidé d'y aller. Non pas pour le pardon ou la réconciliation, je ne lui devais rien. J'allais clore ce chapitre de ma vie pour affronter du regard la femme qui m'avait tourmentée et lui montrer que j'avais survécu, que j'avais construit une vie digne, malgré elle et non grâce à elle. « Je viens avec toi, Antonia, » dit Robert, inquiet de l'impact que cette rencontre pourrait avoir sur moi. « Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. » Par une matinée grise de juillet 1969, j'ai pris le bus en direction du Minas Gerais. Le retour vers ce petit village me semblait étrangement plus long que la fuite de 5 ans auparavant. Chaque kilomètre parcouru me ramenait au passé que j'avais tant lutté à laisser derrière moi. Lorsque je suis descendue à la gare routière poussiéreuse, j'ai senti le poids des regards. Ce n'était plus la Antonia frêle et peurtrouillarde qui avait fui un soir de février. Je revenais en femme de 22 ans bien habillée, confiante, maîtresse de mon destin. Les chuchotements m'accompagnaient alors que je marchais dans la rue principale. C'est la fille de Sebastiana, celle qui a fui. Regarde comme elle est élégante. On dit qu'elle est devenue riche à São Paulo. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Des murs en adobe blanchis à la chaux, un toit usé, une cour avec des poules picorants, mais elle semblait plus petite, moins imposante. Ou peut-être étais-je moi qui étais devenue plus grande, plus forte. Joseph m'attendait à la porte. Mon frère, autrefois un jeune homme frêle, était maintenant un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux déjà clairsemés et aux yeux fatigués. Nous nous sommes embrassés sans dire un mot, les larmes parlant pour nous. « Elle est très mal, Antonia. Le médecin dit qu'il ne lui reste que quelques jours. » Je suis entrée dans la chambre sombre où ma mère s'éteignait. L'odeur de la maladie et des médicaments était suffocante. J'ai mis quelques secondes à reconnaître dans cette silhouette squelettique et jaunie la femme robuste et sévère qui hantait mes cauchemars. Sebastiana, à 56 ans, semblait en avoir 80. Le cancer la rongeait de l'intérieur, plus impitoyable que la haine qu'elle avait nourrie pendant tant d'années. Ses yeux se sont ouverts lorsque je me suis approchée du lit. Pendant un instant, j'ai vu briller une lueur de reconnaissance, suivie de quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant, la vulnérabilité. « Tu es venu. » Sa voix était à peine un souffle, si différente des cris qui avaient marqué mon enfance. « Je suis venue, » répondis-je sèchement. Nous sommes restées silencieuses pendant de longues minutes. Que dire à une femme qui est en train de mourir, mais qui a aussi été ma tortionnaire pendant des années, ça? Quels mots pouvaient englober toute la souffrance, toute la colère, toute la peur? C'est elle qui brisa le silence. « Tu vas bien à São Paulo? »« Oui, j'ai mon propre atelier de couture. Je suis mariée à un homme bien. Tante Lourdes vit avec nous. » Un sourire amer se dessina sur ses lèvres gercées. Lourde, toujours là où elle ne devrait pas être. Elle a sauvé ma vie et j'ai tenté de la ruiner. C'est ça que tu es venu me dire? Je fus surprise par sa lucidité, par la clarté avec laquelle elle faisait face à ses propres actes. Je m'attendais à une dénégation, des justifications, pas à cette acceptation brutale. Je ne suis pas venue pour dire quoi que ce soit. Je suis venue voir par moi-même. Voir quoi, Antonia? Voir que le cycle est brisé? Que je ne serai pas comme toi? Des larmes silencieuses coulaient sur le visage ridé de ma mère. Ce n'étaient pas des larmes de regret. Je connaissais trop bien cette femme pour croire qu'elle pût éprouver du remords. Ce étaient des larmes de reconnaissance, de réalisation qu'au bout du compte, j'avais gagné. Cette maison, le terrain, tout sera à toi quand je partirai. C'est ton héritage. Je ris d'un rire sans humeur. Je ne veux rien de cet endroit. Tu peux tout laisser à mes frères. Ils ont déjà leur vie. Joseph a épousé la fille du forgeron et vit à Belo Horizonte. Les autres sont dispersés. Oh, cette terre t'appartient toujours de droit. Et de droit. Quel droit ai-je eu dans cette maison sinon être ta servante? Quel droit sinon d'être frappée et humiliée? Quel droit sinon d'avoir failli être vendue comme du bétail à Julien Perrier?
Ma voix s'éleva des années de rancœur débordant d'un coup. Elle ne se recroquevilla pas, ni ne détourna le regard. Elle l'accepta simplement, comme on reconnaît une vérité indéniable. Julien Perrier est mort l'année dernière, en buvant comme toujours. Il a percuté sa voiture en revenant de la ville. La nouvelle aurait dû me soulager, mais je ne ressentis rien. Cet homme qui avait hanté mes cauchemars pendant des années n'était plus qu'une ombre du passé. Tu as tout à fait le droit de me haïr, Antonia. Je ne demande pas pardon. Je demande juste que tu acceptes ce qui t'appartient. Quelque chose dans son ton, pas une supplication, mais une étrange forme de justice me fit hésiter. Ce n'était plus une question d'héritage matériel, c'était quelque chose de plus profond, de plus symbolique. Je vais réfléchir à la question, ai-je enfin répondu. J'ai passé 3 jours dans cette maison, alternant entre la chambre de ma mère mourante et de longues promenades sur la propriété. J'ai revisité chaque recoin. La cave où j'avais été punie, le ruisseau où je lavais le linge jusqu'à en avoir les mains abîmées, le tuyau où je me cachais pour lire à l'abri des regards. Chaque endroit portait des souvenirs douloureux, mais me rappelait aussi tout le chemin parcouru. Au matin du 4e jour, Sébastiana était morte dans son sommeil. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatiquement émouvante, ni de pardon de dernière minute. Juste le silence empreint de dignité de 2 femmes qui reconnaissaient, chacune à sa façon, la fin d'une bataille. L'enterrement fut simple et bref. Peu de voisins étaient au présent. Ma mère n'a jamais été appréciée dans la communauté. Alors que le cercueil était descendu en terre, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si un énorme fardeau avait été levé de mes épaules. Après l'enterrement, le notaire de la ville m'a contacté avec le testament. C'était vrai, ma mère avait laissé la maison et le terrain exclusivement pour moi. Mes frères n'avaient reçu que de petits objets personnels en souvenir. C'est elle qui a rédigé cela il y a 2 mois, lorsqu'elle a appris la gravité de sa maladie, a expliqué le notaire. Il a insisté pour que ce soit exactement comme ça. Je suis retournée à la maison, désormais officiellement mienne, et je me suis assise seule sur le porche, contemplant ce petit bout de terre qui avait été mon enfer personnel pendant tant d'années. Que faire de cela? Vendre serait la solution la plus logique. Prendre l'argent et ne plus jamais regarder en arrière. Mais tandis que je regardais le soleil se coucher derrière les montagnes, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui a mûri toute la nuit et qui, au matin, s'était déjà transformée en une conviction. J'ai appelé Robert depuis un téléphone public en ville. « Je vais rester encore quelques jours, chérie. J'ai quelque chose d'important à faire ici. La semaine suivante, j'ai utilisé une partie des économies de l'atelier pour engager une petite équipe de construction. Le projet était simple, mais significatif. La vieille maison serait complètement rénovée et transformée en une école de couture et d'artisanat pour les filles et les femmes de la région. École d'art et métiers Antoine Nogueira. Le nom de mon père biologique à Fronespicio était ma petite revanche personnelle, mais aussi un hommage à l'homme qui, bien qu'absent, avait souhaité un avenir meilleur pour moi. Je suis retournée à São Paulo pour organiser ma vie. Robert, toujours compréhensif, a pleinement soutenu mon projet. Tante Lourde, déjà âgée et malade, a pleuré en apprenant mes plans. « Tu es meilleure que nous tous, Antonia. Transformer la douleur en quelque chose d'aussi beau. Ton père serait si fier. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai voyagé régulièrement entre São Paulo et Minas. L'atelier à São Paulo restait sous ma responsabilité, mais j'avais maintenant un nouvel objectif. L'école prenait rapidement forme. J'ai embauché des professeurs locaux, acheté des machines à coudre, du matériel didactique et créé un système de bourse pour que des filles de familles défavorisées puissent étudier gratuitement. En janvier 1970, 6 mois après le décès de ma mère, nous avons officiellement inauguré l'école. La petite ville n'avait jamais vu rien de pareil. Des femmes et des filles de toute la région se sont inscrites aux cours de couture, broderie, artisanat en général. La chambre qui avait été celle de ma mère a été transformée en bibliothèque. Des étagères du sol au plafond, remplies de livres sur l'art, l'histoire et la littérature, tous disponibles pour tout élève qui souhaitait élargir ses horizons au-delà de l'artisanat.
Au même endroit où j'avais subi ma pire punition, le sombre sous-sol, nous avons installé la salle la plus lumineuse et aérée de l'école, avec de grandes fenêtres et une lumière constante. C'était l'atelier principal où les élèves les plus avancés créaient leurs pièces. Pour de nombreuses jeunes de la région, l'école représentait la seule chance d'apprendre un métier, de conquérir leur indépendance financière, d'échapper au mariage arrangé ou à des vies limitées au travail domestique. Exactement ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire à leur âge. J'ai vu de mes propres yeux des jeunes se transformer, gagner en confiance, découvrir des talents qu'elles n'imaginaient même pas posséder. Certaines ont poursuivi des études techniques dans de plus grandes villes, d'autres ont ouvert de petites entreprises dans la région. Toutes étaient convaincues qu'elles pouvaient être plus que de simples maillons d'un cycle de soumission. En 1972, lorsque l'école fonctionnait déjà pleinement, j'ai reçu une visite inattendue. Marguerite, la fille du colonel, celle pour qui mon père biologique avait été contraint d'abandonner ma mère. C'était une femme élégante, d'âge moyen, avec les mêmes yeux tristes que je voyais dans le miroir chaque jour. « Je suis venue rencontrer la fille d'Antoine », a-t-elle simplement dit. Nous avons discuté pendant des heures. J'ai découvert que son mariage avec mon père avait été aussi malheureux que contraint, que mon père était mort de pneumonie en 1958 sans jamais se remettre de la dépression d'avoir abandonné ma mère, qui elle-même avait passé des années à porter la culpabilité d'un arrangement qu'elle n'avait pas choisi. Ton père n'a jamais cessé de penser à toi-même sans te connaître. Dans ces derniers jours, dans un délire causé par la fièvre, il appelait ma petite fille du Minas. Cette visite a apporté un étrange réconfort, comme si une pièce longtemps perdue du puzzle de ma vie avait enfin trouvé sa place. Mais la véritable sensation de victoire, de revanche complète, est venue quelques mois plus tard, lorsqu'une vieille dame s'est inscrite au cours du soir de l'école. C'était la veuve de Julien Perrier. Après la mort de son mari violent, elle avait sombré dans la misère. Ses enfants avaient tout vendu, la laissant pratiquement à la rue. Maintenant, à 70 ans, elle cherchait à apprendre un métier pour subvenir à ses besoins. Je me souviens du jour où elle est entrée dans mon bureau, tremblante et gênée. « Vous ne m'accepterez pas quand vous saurez qui je suis. Je sais exactement qui vous êtes, Madame Eulalie. Et c'est précisément pour cela que vous bénéficierez d'une bourse complète et de tout le soutien nécessaire. » L'étonnement sur son visage valait plus que 1000 mots. Me voici la jeune fille qui faillit être livrée à son mari abusif comme une épouse esclave, maintenant transformée en sa bienfaitrice. À ce moment-là, j'ai compris la véritable signification de la vengeance. Ce n'était pas faire souffrir les autres comme j'ai souffert. C'était briser complètement le cycle de la souffrance, transformer la douleur en force, le traumatisme en guérison, la haine en un objectif. L'École des arts et métiers Antoine Nogueira est devenue mon plus grand héritage, plus grand que l'atelier à São Paulo, plus grand que n'importe quelle robe que j'ai jamais créée. Car grâce à elle, des centaines de jeunes filles ont eu la chance qui m'a été refusée, la chance de choisir leur propre chemin. Et cela, mes chers, a été la revanche la plus douce que j'aurais pu connaître. Les années ont filé comme les pages d'un livre que l'on tourne rapidement. De 1972 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans le monde, au Brésil et dans ma vie. Mais certaines choses sont restées constantes. Ma détermination, mon engagement pour l'indépendance des femmes et pour l'école, qui est devenue ma plus grande fierté. Les années 1970 ont été une période de croissance intense, tant pour l'atelier à São Paulo que pour l'école dans le Minas. Pendant que le pays vivait les années du soi-disant miracle économique, j'élargissais mes affaires avec prudence et persévérance. Robert, toujours mon plus grand soutien, a quitté son poste de comptable pour se consacrer pleinement à la gestion de nos entreprises. En 1974, à 27 ans, j'ai reçu une nouvelle qui allait encore une fois bouleverser ma vie. J'étais enceinte. L'idée de devenir mère m'a remplie de joie, mais aussi d'une peur profonde. Que serais-je comme mère, avec l'exemple que j'avais eu? Pourrais-je également briser ce cycle? « Tu n'es pas ta mère, Antonia », m'a dit tante Lourdes lorsque je lui ai confié mes angoisses. « Tu es la femme que tu as choisi d'être, malgré elle. » Ma fille Hélène est née en février 1975, apportant une lumière encore plus éclatante dans nos vies.
Regarder ce petit visage de nouveau-né m'a fait promettre qu'elle ne connaîtrait jamais le type d'enfance que j'avais eu. Elle serait élevée avec amour, respect et toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. 2 ans plus tard, en 1977, mon fils Charles est venu au monde. Notre famille était complète. Concilier maternité et affaires fut un défi, mais nous avions le soutien de tante Lourdes, qui, déjà âgée, adorait s'occuper de ses arrière-petits-enfants pendant que je travaillais. L'École des arts et métiers Antoine Nogueira dépassait toutes mes attentes. Ce qui avait commencé comme un lieu d'apprentissage de la couture et de l'artisanat s'est rapidement élargi pour inclure des cours de base en gestion, comptabilité et même en législation du travail. Nous voulions que nos élèves n'apprennent pas seulement un métier, mais qu'elles disposent de tous les outils pour être véritablement autonomes. En 1978, nous avons eu notre première élève admise à l'université. Marie Desdouleurs, fille d'un agriculteur local, a obtenu une place en économie à Belo Horizonte. Ce fut la première d'une longue série. Nous avons créé un fonds de bourse pour soutenir financièrement les jeunes souhaitant poursuivre des études supérieures. La fin des années 1970 apporta également des pertes. Tante Lourdes, mon ange gardien, s'est éteinte paisiblement dans son lit en 1979, à 84 ans. Avec elle disparaissait mon dernier lien avec le passé. La seule personne qui connaissait mon histoire depuis le début, qui avait été témoin de tout mon parcours. Vous êtes ma vraie famille. Ce furent ses derniers mots pour moi, Robert et les enfants. Perdre Lourdes fut comme perdre une mère, la mère que je n'ai jamais eue biologiquement, mais que le destin a placée sur mon chemin. En son honneur, nous avons créé la bibliothèque Lourdes Nogueira à l'école, un espace encore plus vaste et complet que le précédent, avec une attention particulière aux ouvrages écrits par des femmes. Les années 1980 ont apporté de nouveaux défis ainsi qu'une croissance. Le Brésil entamait lentement sa redémocratisation et les femmes gagnaient peu à peu plus de place dans la société. Mon atelier à São Paulo s'était affirmé comme une référence en mode féminine de qualité. Je ne cousais plus personnellement chaque pièce. Je disposais désormais d'une équipe de couturières talentueuses dont beaucoup avaient été formées dans notre école à Minas. En 1983, j'ai pris une décision audacieuse. Ouvrir une antenne de l'école à São Paulo dans un quartier périphérique. L'objectif restait le même, offrir aux femmes des outils pour conquérir leur indépendance financière et personnelle par le biais de l'éducation et du travail. La différence, c'est qu'à la capitale, nous faisions face à d'autres défis. Des femmes migrantes du Nord-Est, des mères célibataires de milieux défavorisés, des jeunes contraints de jongler entre travail et études. Hélène et Charles ont grandi comme des enfants heureux et en sécurité, si différents de la petite fille effrayée que j'avais été. Dès son plus jeune âge, Hélène a montré de l'intérêt pour mon travail avec les écoles, m'accompagnant toujours lors de mes voyages à Minas, échangeant avec les élèves et aidant pendant les cours. Charles, plus proche de son père, avait une affinité pour les chiffres et l'administration. « Tu as bâti un empire à partir de rien, maman ?» m'a-t-elle demandé un jour adolescente. C'est incroyable de penser que tout ait commencé avec une petite fille s'enfuyant au milieu de la nuit. C'est à cette époque, au milieu des années 1980, que j'ai décidé que mon histoire ne pouvait pas rester perdue dans le temps. J'ai commencé à tout consigner. Mon enfance difficile, la relation avec ma mère, ma fuite, les années de lutte, la création de l'école, non pas dans un but de publication ni de recherche de reconnaissance, mais pour transmettre un témoignage aux générations futures de ma famille et surtout aux femmes qui suivraient notre école. En 1989, alors que le mur de Berlin tombait à l'autre bout du monde et que le Brésil organisait sa première élection présidentielle au suffrage universel direct depuis des décennies, nous avons franchi le cap du 5 millième enregistrement à l'École des arts et métiers Antoine Nogueira. 5000 femmes étaient passées par nos salles de classe apprenant un métier et ayant l'opportunité de réécrire leur propre histoire. Les années 1990 ont marqué l'expansion internationale de notre travail.
Hélène, diplômée en administration et mode, a pris la direction de l'atelier à São Paulo, le modernisant et ouvrant ainsi les portes du marché international. Nos créations, toujours empreintes de cette touche artisanale que j'avais apprise enfant, ont commencé à être présentées lors de défilés à Paris et à Milan. Charles, diplômé en économie, a pris en charge la gestion financière de tout le groupe, qui comprenait désormais l'atelier d'origine, 3 boutiques, l'école à Minas et la filiale à São Paulo. Robert, aux cheveux désormais grisonnants, restait à mes côtés plus en tant que conseiller que comme administrateur actif. En 1997, à 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Ironie du sort, la même maladie qui avait emporté ma mère biologique. Ce diagnostic est tombé comme une douche froide, ravivant d'anciennes peurs. Était-ce la fin de mon histoire? Tout ce que j'avais construit allait-il s'achever ainsi? « Tu as déjà affronté bien pire, maman », m'a dit Hélène lors d'une séance de chimiothérapie. « C'est juste un nouveau combat que tu vas gagner. » Et j'ai gagné. Après 1 an de traitement intensif, j'ai été déclarée en rémission. Cette expérience du cancer m'a une fois de plus transformée. Avant, je ressentais l'urgence de construire, de prouver ma valeur. Maintenant, j'avais l'urgence de transmettre, de faire en sorte que ce que j'avais bâti survive à ma personne. C'est ainsi qu'au début des années 2000, nous avons officiellement transformé nos écoles en une fondation à but non lucratif, la Fondation Antoine Nogueira pour l'autonomisation des femmes. Grâce à son statut légal d'organisation philanthropique, nous avons pu établir des partenariats avec des entreprises, des gouvernements et des organisations internationales, élargissant encore notre portée. En 2002, nous avons inauguré notre 3e unité, cette fois dans le Nord-Est, une région qui a toujours affiché des taux alarmants de pauvreté et d'inégalité de genre. En 2005, nous avons lancé notre premier programme de microcrédit permettant à d'anciennes élèves de créer leurs propres petites entreprises. Robert nous a quittés en 2010 à 67 ans, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Le perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Ensemble, nous avions bâti non seulement une famille, mais tout un héritage. C'était l'homme qui m'avait démontré que tous les hommes ne ressemblaient pas à ceux qui avaient marqué négativement mon enfance. C'était celui qui n'a jamais douté de mes capacités, celui qui m'a toujours poussé à aller plus loin. Continue l'histoire, Antonia, m'avait-il dit un jour. Quand tout a commencé avec vous, ce n'était qu'un chapitre. Aujourd'hui, c'est un livre entier. Dans les années qui ont suivi la mort de Robert, je me suis encore plus investie dans le travail avec la Fondation. Hélène a totalement pris en main le secteur de la mode, le faisant évoluer en une marque internationale respectée, toujours avec cette touche artisanale qui était notre signature. Charles a développé le secteur financier en créant des lignes de crédit spécifiques pour les femmes entrepreneurs. En 2015, à 68 ans, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Le ministère de l'Éducation avait approuvé notre demande pour transformer la Fondation en un institut fédéral d'éducation technologique dédié à la formation des femmes pour le marché du travail. L'ancien manoir où j'avais tant souffert durant mon enfance allait désormais devenir officiellement un établissement d'enseignement fédéral avec des ressources assurées par la loi. L'inauguration de l'Institut fédéral Antoine Nogueira en 2017 a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Voir cet espace autrefois symbole de douleur et d'oppression se transformer en un centre éducatif moderne avec des laboratoires informatiques, des ateliers de couture industrielle, des salles de classe spacieuses, c'était bien plus qu'une revanche. C'était une vraie rédemption. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je réalise que ma vie a bouclé la boucle. La petite fille apeurée qui s'était enfuie un soir de février 1964 avec un paquet de vêtements n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle reviendrait en tant que fondatrice d'une institution qui transformerait la vie de plus de 50 000 femmes au fil des décennies. Je n'ai plus eu de contact avec mes frères depuis la mort de notre mère. Je sais par des tiers que certains ont réussi, tandis que d'autres ont eu des parcours plus difficiles. Joseph, le seul à m'avoir vraiment aidé durant mon enfance, est décédé en 1990 sans que nous ayons pu nous réconcilier complètement. C'est l'une des rares blessures que je porte encore. Hélène m'a donné 3 merveilleux petits-enfants, tous adultes aujourd'hui et engagés, d'une manière ou d'une autre, dans nos projets.
Charles a 2 fils également impliqués dans des causes sociales. J'ai la satisfaction de savoir que cet héritage perdurera bien au-delà de ma présence physique. Si je pouvais revenir dans le temps et parler à cette petite fille effrayée dans cette cave sombre, je lui dirais « Tiens bon, un jour, cette cave sera une salle de classe baignée de lumière où d'autres filles apprendront à être libres. Un jour, tu transformeras toute cette douleur en une mission. La revanche la plus douce n'est pas de faire souffrir les autres comme tu as souffert. La revanche la plus douce, c'est de transformer ta souffrance en force et d'utiliser cette force pour faire en sorte que d'autres ne vivent pas la même chose. C'est mon histoire. Une histoire d'abus, de trahison, d'abandon, mais aussi de résistance, de transformation et, enfin, de victoire. Si quelque chose dans cette histoire vous touche le cœur, si elle peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à transformer sa douleur en un but, alors ce partage aura eu tout son sens. Car au fond, nous sommes tous faits des histoires que nous vivons et des histoires que nous racontons. Merci d'avoir écouté mon histoire, mes chers. Souvenez-vous, peu importe à quel point la cave où vous vous trouvez aujourd'hui est sombre, il y aura toujours la possibilité de la transformer demain en une salle pleine de lumière. Et si vous avez aimé mon récit, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Monsieur.